ce qui va se passer. Donc là, toutes les banques vont recevoir l'ordre, en tout cas, de bloquer tous les virements, vers ou depuis cette plateforme. Donc Mmh. conséquence, qu'est-ce qui se passe pour nous? Ben, en fait, ton argent, elle est coincée. Elle est coincée sur la plateforme. Salam alaikum, bienvenue dans ce nouvel épisode de Capital Éthique. Nous sommes en compagnie de Nadia Bekti comme d'habitude. Et aujourd'hui, on va être dans la continuité de ce qu'on voyait au niveau réglementation. On avait parlé d'euro numérique, on avait parlé de MiCA et on avait commencé à aborder DAC8, la réglementation DAC8. Donc du coup, aujourd'hui, on va plus rentrer dans les détails. Déjà, je pense que c'est bien penché sur le sujet et on va vous fournir un petit peu tous les renseignements, comment vous prémunir de cela. Les on-dit ou ce que les gens pensent faire de bien mais qui font mal. Nadia, salam alaikum, bienvenue ma sœur. Salam alaikum à Euh, tous. Dis-moi, alors on entend beaucoup parler depuis quelques mois déjà de DAC8. Pour ceux qui sont pas fiscalistes ou qui sont dans le monde crypto, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et surtout concrètement, qu'est-ce que Binance par exemple ou Coinbase vont envoyer au fisc français sur nous? OK. Ouais, ouais. Alors, DAC8, c'est pas une réglementation, c'est une directive. On va utiliser Ouais, vraiment la les bons directive termes, hein. C'est DAC8, une c'est vrai. directive ah bah, la fiscaliste qui parle. C'est une directive, en fait, européenne, qui va tout simplement imposer l'échange automatique des informations, sur tout ce qui va être cryptoactif. En fait, si tu veux, on connaît déjà, hein, ce modèle-là via le CRS. Mhm. Tu sais, c'est tout ce qui est, transmission d'informations bancaires. À l'époque, par exemple, le Luxembourg ou la Suisse, on pouvait ouvrir des comptes là-bas. Il y avait pas forcément de transmission d'informations, avec la France. Et aujourd'hui, grâce au Common Reporting Standard, on a, si tu veux, une transparence, et une transmission des informations entre les banques et les États. Et là, DAC8, c'est la même chose, mais transposé en gros à la crypto-monnaie. Donc, c'est vraiment une directive européenne qui a été mise en place, donc, mise en place au 1er janvier 2026, bien entendu, hein. Hem, Tu posais la question de l'incidence quand on avait effectivement, quand on avait, tout simplement de la crypto-monnaie, basée sur une plateforme, type Binance ou Coinbase, en France. Donc en gros, ces plateformes-là vont, envoyer dès le 1er janvier 2026 au fisc, enfin aux États, français à l'État français, toutes les informations, donc annuellement, hein, c'est bien entendu, c'est pas au compte-gouttes, hein, c'est annuellement, donc au fisc français ou aux ressortissants européens. C'est pas que le France, je parle de la France, mais c'est même pas ça. Tu c'est une directive européenne. Donc, tout ressortissant européen, qui a de la crypto-monnaie sur une plateforme type Coinbase, ou Binance, va, se voir, en fait, divulguer ses informations directement au fisc auquel il est rattaché. En gros, c'est ça. Voilà, pour faire simple, D'accord. pour reprendre. Parce que je parle de cas de la France parce qu'on est en France, mais c'est vraiment tous les Européens. Donc en gros, ils vont transmettre quoi? Binance va transmettre ton identité complète, hein, ton nom, ton adresse, ta date de naissance, ton numéro, fiscal. Généralement, en plus, on fait des KYC quand on s'enregistre sur ce type de Super. plateforme. Donc voilà, donc toutes ces informations-là seront déjà transmises. Donc on pourra lier la personne au wallet. On transmettra également, au-delà de ça, hein, la valeur globale de ton portefeuille. Donc comme c'est une fois par an, a priori, ça sera fait au 31 décembre de chaque année. On transmettra également tes flux financiers. C'est-à-dire que toutes les opérations que tu vas faire, hein, donc le montant total brut de tes sessions, par exemple, de vente de crypto, en monnaie fiat ou vente de crypto à crypto, hein, ce genre d'opérations seront transmises. Il y aura une transparence, totale et tout ce qui va être également, transfert sortant, de fonds, par exemple, vers des wallets externes. Parfois, on peut, peut-être transmettre de Coinbase ou de, crypto.com vers, un exchange, enfin une plateforme décentralisée. Ça Mhm. également, ça sera ou même même vers ton ledger, hein, mine de rien, ça sera transmis par, DAC8 au fisc, auquel tu es rattaché, du pays auquel tu es rattaché. Surprise, surprise. Ouais, Non, on c'est ça. commence bien l'année. On commence bien, Nadia, hein, très bien l'année. Donc, dès le 1er janvier, direct, comme tu l'as dit, c'était mis en place. Mais si le fisc, du coup, reçoit nos données pour 2026, par exemple, quelqu'un qui aurait 100 000 euros en crypto, Ouais. est-ce qu'ils peuvent lui demander d'où ça vient et remonter sur ces années non déclarées, par exemple, en 2023, 2024, 2025? Est-ce qu'ils peuvent revenir là-dessus? Oui, ils peuvent revenir dessus, hein. Tu prends l'exemple de 100 000 euros, effectivement. En fait, si tu veux, techniquement, l'échange automatique, il commence, dès 2026 et dès le premier euro. Cependant, en fait, quand ils vont recevoir les données stock
Tu as vu tout à l'heure, je te disais qu'ils sauront exactement toutes les opérations qu'on a fait, combien on a et Mmh. compagnie. Tu as 100 000 € qui apparaît tout de suite pour le fisc, hein. Monsieur X possède, 100 000 € de bitcoin. Bah, le fisc, dispose d'une série en fait, si tu veux, d'indices sérieux. Donc il va se dire: «Bon, il y a quand même 100 000 €, d'où vient ce patrimoine?» Donc c'est ce qu'on appelle le droit de reprise, hein, et donc selon, le livre en fait de procédure, fiscale, le fisc peut remonter normalement jusqu'à 3 ans, en cas d'erreur. Par exemple, je sais pas, tu as omis de déclarer ou alors tu as fait une erreur, ils peuvent remonter, jusqu'à 3 ans, jusqu'à 3 ans. Mais ce délai-là, il faut faire très attention et j'ai eu le cas, en clientèle, hein. On avait anticipé, fait une déclaration, de notre propre gré. Ils peuvent remonter jusqu'à 10 ans en cas, en fait, par exemple, de compte à l'étranger qui ne serait pas déclaré ou ce qu'ils considèrent, eux, comme une activité occulte. En gros, ils se rendent compte que tu as un patrimoine et que, en gros, tu fais des plus-values à côté, que tu n'as rien déclaré et que c'est manifestement volontaire. Là, ils Mmh. peuvent décider effectivement de ne pas remonter à 3 ans, mais de remonter jusqu'à 10 ans. Et s'il y a 100 000 € qui apparaît en 2026, sans avoir en fait déclaré ni d'achat, ni de gain, par exemple, dans les années, antérieures, l'administration va te demander l'historique complet. Et la loi de finances 2026, d'ailleurs, là, elle a quand même renforcé tous les moyens. Donc il y a un IA qui a été, il faut savoir, créé par Bercy, hein, qui a été créé par Bercy pour, en fait, détecter, toutes les apparitions, soudaines de patrimoine. Et là, tu verras que, entre tes obligations déclaratives, tes déclarations et ce que remontent les plateformes, s'il y a une incohérence, peu importe l'incohérence, hein, c'est pas forcément des gros montants, ça va ressortir tout de suite. L'IA va pas faire la différence. Donc tu vas ressortir dans une espèce de liste noire, à contrôler. Voilà, alors tu ressors dans la liste après, il y a pas un agent derrière chaque personne, hein, mais il y a un agent derrière chaque anomalie. Il y a pas, les gros poissons ou les petits poissons, effectivement 100 000 € ça alerte tout de suite, hein, mais la moindre anomalie, tout de suite l'IA va le détecter. Donc ça peut effectivement déclencher un contrôle et ils peuvent remonter comme je te dis jusqu'à 10 ans. Si vraiment pour eux, ils estiment que c'est, si tu veux, de la fausse déclaration ou une opération occulte ou, comment te dire? Une volonté d'échapper au fisc ou de détourner enfin pas de détourner des fonds, de l'évasion fiscale, pardon. Voilà, ce type d'opération. Donc là, on voit Parler, on voit qu'il y a de l'IA, donc pas forcément des humains derrière. Donc tu as dit qu'il y a de l'IA maintenant, ils se mettent à la page, il y a de l'IA. Et du coup, la question, c'est que maintenant, si quelqu'un fait des écarts, soit que ça va déclencher ce que il y aura pas mal, je pense, de contrôles fiscaux qui vont être déclenchés. Mais est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui que les personnes qui sont dans ce cas-là, qui doivent se mettre à la page tout de suite parce que on parle beaucoup de contrôles fiscaux qui vont arriver en 2026. ouais, effectivement. Il vaut mieux plutôt, si on a manqué à ses obligations déclaratives, il vaut mieux anticiper et faire, si tu veux, une rectification volontaire. Il vaut mieux prendre le pas, si tu veux, anticiper et rectifier, se remettre à la page, plutôt que d'attendre que DAC8 vienne, en fait, signaler effectivement, certaines opérations. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'il va y avoir des seuils de tolérance qui sont un peu, enfin, ils vont être un peu plus souples, hein, si tu veux, hein. Comme je te dis, maintenant, de toute façon, il y a l'IA. L'IA va détecter un red flag. Et derrière, tu vas avoir un humain qui va aller contrôler la moindre anomalie. Donc déjà, là, c'est pas bon. Alors que si toi, tu anticipes et que tu vas tout de suite, en fait, si tu veux, peut-être prendre le devant et dire tout simplement: «Bah, j'ai pu me tromper ou j'ai omis ou j'ai oublié de faire telle, déclaration», là, le fisc va être un peu plus regardant. C'est-à-dire que, c'est ce qu'on appelle le droit à l'erreur, et tu auras, en fait, si tu veux, percent 50 de pénalité en moins et tu peux avoir des PV qui vont entre 10 et 15 contre 40 40 quand ils estiment qu'effectivement, c'est une omission et 80 quand c'est carrément de la fraude manifeste. Ça peut Ouais, quand aller très même. ouais. Ah ouais, quand même. Complètement. Parce Donc que c'est là, pour ça qu'il vaut mieux il vaut mieux anticiper et se dire: «Bah, voilà, j'y vais de moi-même et je déclare, hein, je fais cet effort, voilà, peut-être d'anticiper pour payer le moins cher possible». De toute façon, tu seras, si tu veux, quand bien même tu fais le pas d'aller toi-même volontairement, dire: «Bah, j'ai fait une erreur» et rectifier, sache que tu seras soumis quand même à des PV. Sauf si tu dépasses le délai des 3 ans, enfin voilà, j'ai déjà eu le cas en clientèle. Bon, ils sont de plus en plus sévères, hein. Aujourd'hui, il y a de l'argent à aller chercher, hein, pour eux, donc ils vont être de plus en plus sévères. Mais, on va minorer, si tu veux, tes amendes
et tes amendes et comment te dire? Tes les sanctions, si tu fais une déclaration volontaire plutôt que si tu te fais attraper toi-même. D'ailleurs d'ailleurs, c'est bien ce que tu dis parce qu'au fait, les gens savent pas que on peut geler les fonds sur les plateformes les échanges centralisés. Oui, ils peuvent Donc si aller, se demain ils permettre doivent, directement. récupérer de l'argent, Exactement. En fait, si tu veux, il y aura, à partir du moment où tu vas être, redevable d'une amende de PV et c'est enfin d'une sanction, hein, si tu décides de pas les payer ou si, enfin tu peux tarder ou je ne sais pas, ils sont capables d'aller directement soit sur ton compte bancaire, vis-à-vis des tiers détenteurs, ils peuvent faire la même chose sur tes comptes crypto. tout à fait. Voilà. Donc Il y a pas, on le prend pas forcément de tes comptes bancaires, on peut directement les servir, sur, ta crypto-monnaie. les gens oublient que, que les échanges, ils sont SAN. Il y a un agrément AMF qui est là. Donc cet agrément-là indique que si à partir du moment que l'État, ben, veut, geler vos fonds, comme en banque, hein. On a même le cas du tiers détenteur aussi, qui était assez marrant. Je savais pas, mais donc ça, on voit que là, tout se met en place pour que j'ai toujours dit de toute façon que un échange, c'est comme une banque, mais toujours avec plus de liberté. Donc, les gens savent pas que c'est réglementé, etc. Mais on y arrive. En tout donc, maintenant la conséquence, Nadia, c'est que Ouais. les gens aujourd'hui, ils sont en train d'être affolés et retirent tous des échanges centralisés. Ils sont en train de tout retirer pour mettre sur leur ledger, par exemple, en pensant que Dacquit ne voit pas, ne va pas voir en tout cas. Est-ce que pour toi c'est une stratégie viable ou c'est un piège? Et comment le fisc peut-il voir mais les fonds des personnes s'ils sont par exemple sur un échange décentralisé ou une clé USB? Alors ça me fait bien rire à chaque fois. Je l'entends tout le temps, hein, ça, c'est vrai que moi, ça me fait sourire parce qu'en fait, tout le monde pense qu'une clé Ledger, c'est le totem d'immunité. Là, ça me fait penser à koh à chaque fois. Je leur dis: «Mais en fait, c'est juste un Ledger, c'est juste pour moi une protection de confidentialité. C'est pas, en fait, une immunité fiscale» et tout le monde pense que, bah, voilà, tu es protégé du fisc. C'est pas du tout et en fait, il faut savoir que le fisc, il voit tous nos fonds, hein, via, toutes les portes d'entrée. En fait, si on n'y pense pas, toutes nos portes d'entrée, nos portes de sortie, ce qu'on appelle les on-ramp et off-ramp. À un moment donné, quand tu vas sortir en Fiat, ils vont le voir ou même quand tu utilises une carte qui est adossée à ce genre de choses. Beaucoup pensent que les cartes sont pas traçables. Et pareil, quand tu envoies des fonds, sur ce type, d'exchange ou même sur une clé enfin, il y a forcément des transactions financières qui font que, tous les IA sont capables de remonter, en fait, la traçabilité, de tes opérations. Ils viennent bien de quelque part ces fonds-là. Donc il y a une traçabilité. Donc si tu achetais, par exemple, du bitcoin, sur Binance, avant de les envoyer sur Ledger, transaction, Binance l'a forcément déclaré. T'as Tu vois? fait A KYC? déclaré le transfert. T'as Donc KYC dessus. Ouais. voilà, donc c'est pour ça que moi ça me fait bien rire. Je leur dis: «Non, non, tu as plus de confidentialité effectivement sur une clé Ledger, c'est une protection on va dire, mais c'est pas une immunité contre le fisc, hein». Le fisc lui, enfin il sait que tu possèdes ces fonds-là, jusqu'à preuve du contraire. Il y a une preuve comme quoi ça a été viré quelque part, donc ils sont quelque part tes fonds. Donc ils savent que tu les as. Donc c'est pas une protection. Pour moi, c'est pas une protection. Il y a aussi le cas des cartes bancaires. Tu sais, crypto, on dit souvent, la Ledger Card, c'est toi qui me parlais de ça, la Ledger Card, la dernière fois ou Tangem. C'est pareil, ça me fait sourire. Au même titre qu'on parle de, tu sais, d'autres cartes qui sont adossées à des wallets externes, mais ces cartes-là, elles appartiennent bien elles sont bien, dispensées par des plateformes qui doivent être soit européennes ou même Visa, Mastercard qui dit et ça, je l'avais évoqué il y a un an. On oblige aujourd'hui les plateformes à transmettre des informations, mais demain, on obligera Mastercard et Visa à faire la même chose sur les opérations, liées aux cartes, hein. Mais aujourd'hui, c'est pas une protection, tout est traçable. Il faut savoir que, tu vois, sur ces cartes-là, le point de vigilance majeur, hein, qu'il y a à faire vraiment sur ces cartes-là, c'est que toutes ces cartes-là, elles sont émises par quoi? Par des institutions financières, on est d'accord? Tout à Et fait. généralement, bah, enfin, pour nous, elles sont souvent en Europe. C'est par exemple, Banks ou Paysafe. Attends, j'en ai oublié, il y en a une autre qui est très connue, Paysafe, par exemple. Mais il y en a une autre qui est très connue, ça va me revenir. Et en fait, ces émetteurs-là, il faut pas oublier qu'ils sont soumis aussi à Dacquit et à Mika. C'est pas juste la crypto-monnaie, hein. En fait, tous ces émetteurs-là, à partir du moment où tous les services qui sont rattachés à des crypto-actifs sont soumis à la même réglementation, aux mêmes directives Dacquit et Mika. Donc, en fait, chaque café ou chaque achat que tu vas faire et que tu vas payer avec ta carte crypto, c'est une cession qui est imposable et qui est automatiquement par Dacquit déclarée au fisc. Donc, le fisc, en fait, il voit toutes tes consommations et il en déduit, en fait, ta fortune. Et il faut Et savoir tu fais que bien à de dire partir ça, du hein, Nadia, hein, parce que beaucoup utilisent leur carte à l'époque de Binance, ouais, euh, comme ça, alors que quand en plus-value, ben, 30 même pas bah, c'est 30% maintenant, considéré ça a bah, c'est augmenté. Ça a considéré comme augmenté du chèque. maintenant, ça a augmenté maintenant, la flat tax, c'est même plus, mais Oui, coûte cher le c'est sandwich et le café 31,40 coûte cher. maintenant. Ouais, Les prélèvements sociaux ont augmenté, on n'est plus à 17,2, on est à 18,6, donc on a une flat tax à 31,40 maintenant. ouais.
Donc, Mais voilà, mais moi je le dis tout le temps, il faut faire attention à partir du moment où vous utilisez votre carte adossée à un wallet crypto-monnaie, vous payez avec, c'est considéré comme du fiat. C'est imposable, c'est une cession imposable. les gens s'en rendent pas compte que, encore une fois, il y a beaucoup de on-dit sur les crypto-monnaies, beaucoup, que c'est opaque, et cetera. C'est archi faux. Encore une fois, comprenez que la technologie blockchain, c'est hyper transparent et consultable par tout le monde. D'accord? À part, si vous êtes vraiment, il faut s'y connaître sur des crypto-monnaies qui sont vraiment anonymes comme Monero ou d'autres. Mais voilà, il sert la vis un petit peu en Europe où vous avez utilisé ce qu'on appelle des mixeurs, mais vous serez très surveillé, sachez-le. Mais i- rappelez-vous que le Bitcoin et autres, ils sont pseudonymes, d'accord? Vous avez une adresse et l'adresse, elle est liée à un nom. Et votre nom, ben, du coup, quand vous êtes sur l'exchange centralisé, il y a un KYC. Donc maintenant, ben, l'adresse, elle est liée à votre nom. Donc on sait d'où ça vient. Et on peut voir vos transferts. Demain, vous envoyez sur un wallet décentralisé. On a juste à rentrer le wallet, on voit tout ce que vous avez dessus. Comprenez-le. Donc les gens pensent que juste pour mettre ça au clair, mais voilà, c'est pas une sécurité. Le but de la crypto-monnaie justement, c'est la transparence, d'accord? C'est ça. D'accord? Donc Nadia, en France, les transactions crypto, comme on a dit, Bitcoin vers USDT ne sont pas imposables, d'accord? Pour l'instant. Mais avec DAC8, le fisc va voir tous ces échanges-là. Est-ce qu'il y a un risque qu'il nous demande de justifier chaque ligne pour prouver qu'on n'est pas revenu en euros? Oui, alors via l'historique. Bah, en fait, en même temps, Dac si tu veux, c'est une transparence totale, mais ça nous sert aussi à nous. Parce qu'avec Dac8, il va y avoir, si tu veux, un historique de toutes les transactions. Donc, tu peux te servir de ça, et tu peux te servir de tes plateformes pour aller justifier ton historique et montrer effectivement que c'est pas forcément passé en fiat, tu n'es pas passé forcément en fiat. On le voit, hein, quand tu fais une transaction crypto à USDT et compagnie et que t'es pas forcément revenu en euros, enfin, c'est facile de le faire. Mais oui, ils peuvent nous demander de justifier. Et le problème, il est là, parce que moi, de ce que je remarque, hein, des personnes en crypto, il y a des gens qui sont initiés. Mais les gens, j'ai remarqué, ne suivent pas leurs transactions crypto via une application ou via un Excel. C'est ça. Mais Et du alors, coup, justement, pour ceux qui ont des wallets qui sont très anciens, tu sais, à l'époque, on faisait pas attention à ça, de garder nos historiques et compagnie, notamment pour ceux qui ont manqué à leurs obligations déclaratives, ça va être très compliqué et je peux vous dire qu'effectivement, ouais, vous risquez effectivement d'avoir des amendes et d'être, d'avoir en tout cas des pénalités. Parce que, si on vous demande de justifier de votre historique et que vous l'avez pas, ben, vous risquez de payer cher. Donc ça peut être compliqué pour des anciens wallets. Mais à partir, j'ai envie de te dire là du 1er janvier, si, dans 1 an, dans 2 ans, on vous demande de justifier, sachez qu'avec DAC8, tout va être transparent, tout sera gardé, tout sera conservé. Donc il y a une obligation déclarative 1 fois par an. Donc, ils verront les opérations. Si c'est pas revenu en fiat, on le verra et nous, on pourra le justifier parce que ce sera facile aussi pour nous d'aller le récupérer. Mais il faut faire très attention à ça. Il faut vraiment, si vous voulez, quand on fait de la crypto-monnaie, il faut vraiment être pointilleux et garder les moindres transactions. C'est-à-dire tout noter, répertorier de manière numérique, hein, pourquoi pas, mais aussi papier. Moi, je sais que, par exemple, j'imprime. Comme ça, j'ai des traces. Je perds, mon ordinateur ou je ne sais pas quoi, j'ai quand même des traces écrites et j'ai un dossier comme ça du fisc pour tout, hein, pour tout ce que je dois déclarer au fisc, j'ai tous mes documents qui prouvent que, par exemple, si j'ai de la crypto-monnaie, si j'ai des comptes à l'étranger, si j'ai une pension alimentaire, si voilà, tout est archivé. Donc faites-le pour vos crypto-monnaies. Comme ça, vous savez et que si demain il y a s'il y a plus une une application. Parce que le problème, c'est que les gens pensent que l'exchange, en fait, qu'est-ce qu'ils pensent? Va garder. Et j'ai là, c'est le cas dernièrement, quelqu'un qui avait mis sur exchange et qui me disait, ah, tous les 3 mois, il supprime les trucs, on peut plus retrouver aucune trace. Voilà. Et du coup, ben, tu vas te manger, tu ne pourras pas justifier. Est-ce que tu es en plus-value, en moins-value? Et derrière, tu te manges à 80%. Et on va te mettre un truc arbitraire et derrière, tu peux te faire, non, non, il faut taper tout sur les doigts. simplement mettre une application où tu mets toutes tes opérations, comment ça s'appelle? Conformance ou oui, c'est ça, hein? Oh, Coinstat, par exemple. Coinstat, par Stat, exemple. pardon, pas une fois immense. Ouais. Stat et oh, j'ai oublié Delta, par exemple, Delta, Delta, par aussi, Stat, oui. ce genre d'applications qui sont très bien. Effectivement, tu vois tout très en plus, tu as la date, tu as l'heure, tu as le montant. Alors là, Exactement, en termes de exactement. détails, je crois que tu sais à combien tu l'as acheté, tu sais c'est en plus ou moins-value, tout est notifié dedans. Donc là, il y a pas photo, c'est sympa. Mais bon, demain tu perds ton téléphone. Enfin, tout ce qui est numérique aussi, c'est pas toujours fiable, hein. Tu peux perdre ton téléphone, tu peux perdre tes données, enfin peu importe. Moi, je sais que j'aime bien avoir les 2, numérique et en papier. Comme ça, au moins, si je perds l'un, j'ai l'autre. Tout à fait. Donc, il y a autre chose. Si quelqu'un, par exemple, utilise une plateforme basée aux Seychelles ou à Dubaï, qui n'a pas de siège en Europe, qui n'est pas d'Acuit ni Mika, est-ce que cette personne passe au travers des mailles de Dac8
ou est-ce que l'Europe a prévu le coup pour les forcer à parler? Alors ça, c'est pareil. Alors tu vois, Dac 8 tout à l'heure, j'aurais dû bien, peut-être mieux l'expliquer. Dac 8, je te dis que, je disais tout à l'heure que, les plateformes avaient l'obligation, maintenant, c'était une transmission d'informations automatique. Elles avaient l'obligation de transmettre les informations au fisc. C'est pas comme ça. En fait, Dac 8, ça s'applique aussi à tout, c'est ce que je disais avec les cartes aussi, à tous les prestataires de services sur les cryptos actifs. Tout ce qui est lié aux cryptos actifs. Et eux, donc ces prestataires qui fournissent des services à des résidents de l'Union européenne, peu importe où se trouve le siège social de la plateforme. En gros, tu as fait un KYC, tu es résident français, tu l'as enregistré ou tu es résident européen, allemand par exemple. La plateforme est basée aux Seychelles. À partir du moment où toi es résident européen, la plateforme a l'obligation, est soumise, alors Dac 8, si tu veux, ne s'impose pas à eux, mais en gros, ils ont quand même l'obligation de transmettre les informations. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont fait à l'envers. C'est un peu, comme les États-Unis, le système FATCA, hein, aux États-Unis, Mmh. tu sais que, les Américains, ça c'est spécial, hein. Quand on fait nous des contrats en tant que gestionnaire de patrimoine, des placements financiers, on nous demande de remplir si c'est une US personne et compagnie, Yes, donc on a cette personne. Ouais. obligation de transmettre. Eux le font pas dans ce sens-là. Ben là, c'est la même chose avec Dac 8. Donc les autres, pays, quand bien même ils sont pas basés en Europe, ils doivent respecter, à partir du moment où, la personne utilise des services et résidents européens, cette plateforme-là, pardon, a l'obligation de transmettre à Dac 8, toutes les opérations financières de ses ressortissants européens. En gros, après moi je comprends, hein, beaucoup font l'amalgame parce qu'ils se disent: «Mais attends, je comprends pas, pourquoi une loi qui a été votée à Bruxelles, peut forcer en fait une entreprise qui est aux Seychelles ou qui est à Dubaï, qui n'a rien à voir avec, l'Europe, à travailler avec le fisc, européen ou enfin le fisc français pour nous en l'occurrence. Et ça, c'est ce qu'on appelle, et je vais en parler dans autre chose, tout à l'heure parce qu'il y a une notion que je voudrais aussi évoquer, c'est ce qu'on Mmh. appelle l'extraterritorialité, hein, c'est le cas Mmh. des États-Unis. Donc vous avez l'obligation effectivement de me transmettre les informations, sinon, sanction. Donc comment ils vont agir? Tu vois? Si tu veux, on va se dire que DAC 8 s'applique pas à eux parce que logiquement, ils sont pas en Europe. Mais ça, Mmh. elle s'applique quand même à eux parce que, on va les bloquer. C'est-à-dire qu'on va faire le schéma inverse. Si tu ne coopères pas, on va tout simplement aller, te bloquer, te ficher, te mettre sur une liste noire. Comme Donc en KuCoin, gros on l'a vu avec KuCoin dernièrement, enfin il y a un petit bout de temps déjà, on l'a vu avec KuCoin, en tout cas en France par l'AMF, pas en Europe forcément, mais KuCoin, qui devait pas être, ça non comme ça, je sais pas. En tout cas, ils ont été blacklistés, mais on voit que tu pourras pas opérer quand t'es français, tu pourras pas aller sur KuCoin. Quand t'es exactement. belge, tu peux le faire. Aujourd'hui, je sais pas, c'est pas encore bien harmonisé, je pense, mais je sais qu'en France, en tout cas, c'était pas possible. Tu peux pas. En fait, c'est ce qu'il faut comprendre, là vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est que le principe fondamental de DAC 8, c'est pas, où se situe le siège social de la plateforme, c'est pas ça. C'est où Mmh. réside l'utilisateur, C'est tu ça. vois? C'est comme ça que voilà, c'est où réside l'utilisateur et allez, je te dis, il y a des moyens de pression effectivement, tu as parlé de l'exemple de KuCoin et je vais te donner un autre exemple pour te montrer que, c'est déjà arrivé même avec des plateformes, décentralisées. Moi j'ai l'exemple de Sahel Wallet qui me revient parce que moi quand je faisais mes transactions, j'avais ces je vais en reparler après. Mais en fait, ce qu'il faut DAC 8 en fait, il stipule quoi DAC 8? Que tous les prestataires de services, d'accord, qui fournissent des services à des résidents donc de l'Union européenne, devient en fait un prestataire de services cryptoactifs déclarant. Mmh. Voilà, de fait, il est déclarant. Il doit le faire, tout simplement. C'est une obligation. Et donc, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, si une plateforme, elle est aux Seychelles et qu'elle veut continuer en fait à accepter des clients français, par exemple, nous, elle a l'obligation de s'enregistrer auprès d'une autorité en fait fiscale d'un État membre. Et je te reparle de Sahel Wallet, par exemple. Sahel Wallet, quand on voulait faire des transactions, pourtant c'est décentralisé. Je ne sais pas Mmh. si tu te rappelles ou si tu as de Mmh. mémoire, quand tu fais une transaction sur Sahel Wallet, les RIB commencent par ML ou MT, Malte, la France, tu te rappelles? Donc c'est ça. Quand bien même elle est à l'étranger, pourtant elle est complètement décentralisée, si elle veut pouvoir, en plus tu as des KYC tout ça dessus, si elle veut pouvoir, continuer à opérer avec des Français, elle va être obligée de transmettre ses fichiers. Elle a pas le choix. Et la plateforme qui n'est pas soumise à DAC 8 au sens, en fait, où l'Union européenne ne peut pas envoyer enfin, voilà, elle peut pas envoyer, si tu veux, agir ou envoyer la police aux Seychelles. Mais Mmh. en fait, si elle ne respecte pas DAC 8, elle devient illégale, enfin, si tu veux, aux yeux de l'Europe et tout simplement, la plateforme va être bloquée dans ses flux. Flux entrants ou flux sortants. Elle pourra Rien pas faire. vendre aux clients européens.
Et même, il y a eu des amendes, hein. On a vu des amendes très, 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 très lourdes, dans plusieurs centaines de millions d'euros, voire milliards d'euros, c'est déjà arrivé. Donc les plateformes, elles ont tout intérêt à montrer patte blanche. C'est Donc ça, exactement. Voilà, donc en gros, qu'est-ce qui va se passer? Donc, alors tu as une espèce de liste, blacklist, des pays, ça existe déjà, hein, des prestataires en fait qui sont non coopératifs et toutes les banques européennes, hein, enfin on l'a déjà vu, il y a même pas besoin, des fois même quand elles sont coopératives, hein, tu vois que les banques déjà, dès que tu fais une transaction crypto et compagnie, on l'a nous, on le fait avec nos clients quand on leur, les fait investir en crypto-monnaie, tu es tout de suite bloqué, hein. Peu importe, hein, les banques, hein, même jusqu'à Revolut, jusqu'à là on disait: «Oui Revolut, c'est plus facile». Dernièrement, j'ai eu le cas qu'un client 3 fois bloqué par Revolut. Donc tu vois, rien que là déjà, à partir on du a moment où vu, tu fais ouais. ta voilà, il commence à déjà te bloquer alors qu'il y a pas forcément de raison. C'est ton argent que tu vas investir, il commence déjà à te bloquer. Imagine demain, quand ça va être une plateforme qui va être non coopérative, ce qui va se passer. Donc là, toutes les banques vont recevoir l'ordre, en tout cas, de bloquer tous les virements, vers ou depuis cette plateforme. Mmh, Conséquence, qu'est-ce qui se passe pour nous? Ben, en fait, ton argent, elle est coincée. Elle est coincée sur la plateforme. c'est ça. Il y a une question Donc que je vais poser parce que Daqt, on a vu qu'ils vont tout voir. C'est d'accord, adjectif Daqt. Maintenant, il y a ce côté aussi où on se dit, les gens ne reprennent pas toujours. Est-ce que dès qu'on sort en fiat, on est taxé directement flat tax, ou est-ce que c'est les plus-values crypto, parce que les gens ne reprennent pas toujours, est-ce que c'est les plus-values crypto qui sont taxées quand je reviens en fiat? oui. Alors c'est parce que oui, alors tout le monde, confond. Donc effectivement, on est taxé à partir du moment où on sort, à partir du moment où on fait une cession d'actifs crypto-monnaie et qu'on ressort en monnaie, donc en fiat. Pour nous, en Europe, l'euro ou pour les autres, enfin le dollar ou enfin peu importe dans les autres pays. À partir du moment où tu reviens en fiat, ce sont bien tes plus-values qui sont taxées et non pas si tu veux, le produit de la cession. Par contre, c'est à toi de bien faire ta déclaration. Tu as la 2042-C et quand tu vas faire ta cession de crypto, tu vas bien noter le montant, tu notes ton opération, hein, à combien, tu l'as acheté, combien tu l'as vendu et c'est la différence. Donc il faut bien la faire ta déclaration parce qu'effectivement le fisc va enfin si elle voit 50 000 € en brut arriver sur le compte, elle va considérer que c'est 50 000 € de gain. Donc à toi de bien faire ta déclaration. Donc tu as une obligation déclarative dans ta 2042-C au moment des impôts où tu dois effectivement déclarer, ta cession de crypto-monnaie. En renseignant bien les éléments, on va t'imposer sur ta plus-value et non pas sur le brut qui est apparu sur ton compte. Est-ce que, justement, comme la bourse, on prend en compte, parce qu'il faut noter, que les gens qui notent pas, c'est ça le problème. Parce que si vous avez des pertes en crypto-monnaie, des moins-values, est-ce que c'est aussi pris en compte comme on peut le faire en bourse? Oui, alors effectivement, donc quand tu fais une session que tu as en moins-value, c'est pareil, donc tu enregistres bien ton opération et la moins-value en plus est reportable sur, elle est reportable, hein, sur plusieurs années, sur, en fait, si tu veux les plus-values en fait de même nature. Tout à fait. Admettons que l'année d'après, tu as une plus-value, tu peux reporter, ta moins-value, sur les plus-values, ce qui vient en fait équilibrer, et te faire payer un peu moins d'impôts. C'est hyper important, vous voyez l'importance de bien comprendre la fiscalité, de bien déclarer, de faire tout ça, parce qu'en fait, au final, il y a des gens qui vont faire quoi? Qui ont des pertes énormes en crypto-monnaie, des moins-values, Mmh. mais derrière, qui vont avoir peut-être un petit peu de plus-value et qui vont payer la flat tax. Alors que, au final, ils ont eu des moins-values, mais ils peuvent pas le prouver parce ils ont jamais noté les transactions, ils ont jamais fait les choses dans les règles. Rappelez-vous que le compte que vous avez, l'échange crypto-monnaie, c'est comme un compte à l'étranger. C'est hyper important. Il faut les déclarer. D'accord? C'est important de les déclarer. Et, et, Bon, faut et, et savoir que quand tu as moins de 305 € de gains, tu n'es pas imposable, hein, sur les crypto-monnaies. c'est ça. Ça, c'est important aussi. Alors ça, c'est important, voilà, mais tout ce qu'il y a au-dessus, C'est c'est 300 imposable. Mais si euros. tu fais bien ta déclaration dans la 2042-C, et que tu renseignes bien, en fait, ton prix d'achat et ton prix de cession, les plus-values sont imposables et si tu as une moins-value, je te dis, la moins-value est également enregistrée et puis elle est reportable sur les années suivantes. Bien entendu, toujours sur les plus-values de même nature. De même nature. Exactement. Tu vas te demander pourquoi je pose cette question, mais on va l'aborder dans une nouvelle vidéo. Parce que je fais pas te poser la question, justement parce que par rapport à la dématérialisation et par rapport au stablecoin. C'est pour ça que je pose la question du fiat, de la crypto à fiat. Mais on abordera ça dans une autre vidéo, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, Il y a tellement de choses à dire, en fait, que, voilà. exactement, exactement. Donc on voit, Nadia, que ça devient vraiment très sérieux. Mmh. L'objectif pour nous, c'est pas de vous faire peur, mais surtout de ne pas être naïf, de pas vous faire avoir. C'est pour ça qu'on a mis en place un accompagnement justement où la fiscalité est appliquée à chaque classe d'actifs et surtout comment préparer votre déclaration et anticiper d'accuit avec des interventions de Nadia, notamment
Et pour celles et ceux qui ont une situation complexe ou des cadavres dans le placard, pardon, hein, il est encore, c'est la réalité. Il est encore temps de pouvoir se faire accompagner. Et je vous rappelle que vous trouverez un lien en description, d'accord? Si vous voulez être exposé à plusieurs classes d'actifs, donc ça peut être la bourse, ça peut être la crypto-monnaie, ça peut être le côté aussi de débancarisation, métaux précieux, la fiscalité. Faut, rappelez-vous, je le dis à chaque fois, on gagne de l'argent, mais il faut savoir le protéger. C'est ça, c'est ceux qui réussissent, c'est ça qu'ils font. Il faut savoir le protéger des frais, des divers frais qu'on peut avoir. Et il faut optimiser tout ça. D'accord? Donc comprenez-le, c'est hyper important. Et c'est pour ça que voilà, on fait un duo de choc. Donc voilà. En tout cas, je te remercie Nadia pour Et de ton rien. intervention encore une fois. Je pense que n'hésitez pas du coup à mettre en commentaire. Rappelez-vous si vous avez des besoins spécifiques, si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde. Euh, Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et à Capital Éthique. Je vous rappelle. Oui, Peut-être la sur chaîne ma chaîne, Capital si vous voyez Éthique cette sur vidéo sur YouTube, ma hein. chaîne. Mmh. Abonnez-vous, partagez surtout. Il faut que la communauté avance là-dessus, prenne un petit peu tout ça, d'accord? Il faut comprendre. Faut pas avoir peur parce que la peur vous paralyse, mais il faut comprendre les choses et bien faire les choses surtout, d'accord? Donc, je vous dis à très bientôt. Enfin, on vous dit à très bientôt pour un nouvel À épisode, très bien bientôt. entendu. Prenez soin de vous, de vos proches. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum.